bonsoir à tout le monde. Ravie de voir plein de Brestois réunis dans un endroit sympathique. Donc, oui, ma première partie de vie commence par l'apprentissage de la lecture, comme tous les enfants à qui on dit, voilà, t'es grand, tu vas apprendre à lire. Et j'y suis allée de bon cœur, je crois, en tout cas. Et finalement, le résultat a été une vraie catastrophe. Et bon, je suis née en 61. Donc, rapidement, à 7-8 ans, on me dégaine deux cartouches. Une, j'étais celle qui faisait une faute par mot. Et puis, pour clôturer le débat avec l'instit, ma mère et moi plaqués le long du mur, elle lui dit, vous savez, votre fille a la tête comme une passoire. Voilà, j'ai 8 ans, je suis plaquée le long de mon mur en me disant, bon, ben voilà, c'est parti. Donc, on m'avait stigmatisée et puis aussi collé une étiquette dans le dos, donc l'étiquette de dyslexie qui venait plus ou moins en France de faire son apparition. Et c'est vrai que jusqu'à l'âge de 36 ans, j'ai eu cette étiquette dans le dos. Mais j'essayais de me fourrer dans des associations, d'aller voir, d'avoir des explications sur ce qu'était cette dyslexie. Et c'est un soir, au cours d'une conférence, où était intervenant principal le directeur de l'institution des Lavandes, qui est la seule institution en France habilitée à recevoir des dyslexiques sévères. Et donc ce monsieur-là, Philippe Roux, qui a été longtemps intervenant principal dans mes formations, en tout cas auprès du public en difficulté et des enseignants du ministère de l'Agriculture, ce soir-là, il a présenté 2 transparents. Un transparent qui expliquait la dyslexie en long, en large et en travers. Et plus la conférence avançait, plus je me disais, mais c'est pas moi ce truc, c'est pas moi. Moi, je suis bonne en sport. J'étais championne départementale de tennis de table, alors qu'il y avait des repères spatio-temporels qui étaient touchés, d'une lenteur extrême et à un point d'avoir envie de le secouer ou de les secouer. Je me disais, mais non, je ne suis pas là-dedans. Et puis, arrive le deuxième transparent. Il dit, voilà, ça, c'est la dysorthographie. Alors moi, j'avais la première fois que j'entendais ce mot-là. Et il explique que c'est une non-acquisition des apprentissages de la langue française, et donc qui provoque des troubles similaires aux dyslexiques, mais dont les causes sont différentes. Et là, j'avoue que ça m'a plombée. Voilà, je ne sais pas ce soir-là comment j'ai ramené ma voiture. 3 mois plus tard, j'avais perdu 17 kilos, je disparaissais de la surface de la Terre, je mourais des maux. Et c'est comme ça que je suis retournée chez mes parents. Dans le garage, j'ai sorti toutes mes copies, tous mes cahiers, et je me suis fait des lectures sur un petit machin pour enregistrer. Donc, je me dictais toutes les phrases. Ensuite, je les écrivais. Et après, j'allais regarder sur la copie où il y avait du rouge. Et c'est comme ça qu'est venue cette méthode. C'est-à-dire, j'ai commencé par me dire, qu'est-ce qui coûte cher aux yeux des autres ? Donc, tout ça, c'est un parcours de vie. Et puis, quelque part, comme si j'avais eu l'intuition que je n'étais pas débile, que j'étais sûrement avec une autre intelligence, mais que je valais quand même quelque chose. Donc, j'étais excellente en sport. Donc j'ai gagné toutes les médailles possibles et inimaginables. Il fallait bien que je sois bonne quelque part, sinon on meurt. Vous voyez ? Et donc c'est tout ça qui a fait que cette petite méthode, elle est arrivée morceau par morceau, bout par bout, et que finalement je me suis rendu compte que la grammaire, c'était super simple, quoi. Et qu'on plante la tête, les enfants, pour leur apprendre des trucs dont on s'en fout, quoi. Ce qu'on veut, c'est qu'ils écrivent. Et ensuite, je me suis dit, voilà, j'ai créé et j'ai testé autour de moi. Ça a commencé par ma fille, les copains de ma fille, les copains des copains, et puis ça s'est agrandi, et puis je me suis retrouvée avec l'équivalent d'une vingtaine de gamins qui venaient tous les mercredis bosser avec moi. Et puis je me suis dit, bah, c'est super. Donc, il y a des parents qui avaient envoyé, ça s'appelait un jour, je sais pas quoi, une émission sur France 2, lettre anonyme de cette famille en disant, voilà, il y a une dame chez moi qui fait un truc super. Et une équipe de France 2 a déboulé et ils m'ont dit, écoutez ce que vous avez fait. Et le caméraman qui était derrière la caméra et qui savait, en étant passé avec moi l'après-midi, pourquoi il était derrière la caméra, eh bien, ça a été très important pour moi de me dire, ben, OK, je vais les suivre. Donc, ils m'ont dit, il faut que vous bougiez. Il faut que vous fassiez valider ça par quelqu'un d'important. Donc, mon seul espoir était de partir auprès de l'Académie française. J'ai envoyé un petit mail en mettant une inconnue du bord de Loire. Voilà. J'ai trouvé peut-être quelque chose qui pourrait vous servir. Et 48 heures plus tard, j'avais une réponse. J'avais donné quelques petits morceaux. Et c'était un début d'Hugo et les Rois.
Et donc, les dictionnaires Le Robert m'ont rappelé dans l'année qui a suivi. Alors, moi qui dormais avec mon dictionnaire, c'est le directeur du Robert qui appelle en disant « Je vais vous voir tout de suite, parce que c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, et transformer la grammaire comme ça sous forme de conte de fées, venez ». Et c'est là où j'ai compris que ça allait être publié. Ça voulait dire au vu et au su de tout le monde. Alors déjà, c'est parti d'un enfant qui, quand il est venu chez moi, comprenait rien à rien. Mais quand je vous dis rien à rien, il était arrivé en me disant, tu sais, j'adore écrire. Je dis, ah bah super, alors qu'est-ce que tu veux écrire? Qu'est-ce que t'aimes? Il me dit, je suis passionné par la chasse que je vais chasser avec mon grand-père. Ok, je dis, bah on y va alors. Oui, oui, je peux t'écrire des pages et des pages. Il attrape son crayon, la feuille blanche, et il commence. J'appelle, et il s'arrête. Et il me regarde et il me dit, tu vois, ça commence. Donc j'appelle, J-A-P-E-L. Il me dit, voilà, c'est tout comme ça. Moi, j'en peux plus. Et il pose son crayon. Et donc, voilà, ça a été un démarrage. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sortes de là, que tu m'écoutes et que je puisse t'aider? Il me dit, t'as qu'à me raconter une histoire. OK. Donc, je lui dis, écoute, la grammaire, c'est simple. C'est mené par deux personnages. Et si on ne les a pas compris, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il y en a un qui est plutôt sympathique. Et puis l'autre qui est un peu tordu, qui va nous tendre plein de pièges. Il faut juste les connaître bien tous les deux. Et derrière, tu passeras partout. Y compris dans la subtilité de la langue française. Ah bon? Alors on est parti sur être le plus gentil des rois, hein, qui s'occupe de ces sujets dans son royaume. Donc on s'arrête dessus et on dit voilà, ça peut être, mais ça peut être aussi avoir. Donc comment on va faire pour l'identifier, pour être sûr que c'est lui? Donc on lui passe un message à l'enfant et du coup, il est en sécurité quand il écrit, puisqu'il écrit et ensuite il pose son crayon et il repart en marche arrière. Je m'arrête, je recule, je tombe sur son. Les filles étaient sorties, étaient parties, ça marche, étaient. Donc c'est lui, maintenant ouvre l'armoire. Parce que lui, c'est un roi. Tu l'habilles pas n'importe comment, s'il te plaît. Donc la question pour l'habiller, c'est qui est-ce qui? Pour le son. Qui est-ce qui sont? Il me répond, les filles. Ok, je dis super. Maintenant, on ouvre l'armoire et on va regarder dans les je, tu, il, elle. Premier étage, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Je dis, elles sont où les filles? Et là, blanc. Élève de 5e. Hein. Je dis, ok. Si je te dis les filles cherchent dans la liste, tu sais pas où elles sont? Non. Et je dis, mon chien, non plus. Je lui dis, alors tu vois, là c'est du singulier. Je, tu, il, elle. Et là on parle des filles. Est-ce que tu crois qu'elles sont dans le premier étage? Non. Et là tout d'un coup il tilte et c'est un gamin qui est asthmatique, à coup de ventoline. Et il me dit, j'étouffe de comprendre. Il me dit, c'est ça la conjugaison? Élève de 5e, pronom personnel planté. Donc la méthode, elle est montée pour que immédiatement, quand on démarre avec un enfant, on sache où ça pêche. Quand on a vu être, on voit avoir, avec ces 3 cas différents. Quand il est pas de bonne humeur et qu'il répond pas. 2 jeunes femmes ont survécu à l'accident. Vous avez la moitié de la population française qui m'est survécu ES. Et ainsi de suite. Et on arrive au traître. Et le traître, évidemment, c'est notre méchant roi qui prend la place de être de temps en temps dans les phrases. Là, les élèves de CM2, ils passent en 6e. Aucune connaissance des accords des verbes pronominaux. C'est le flou artistique. Pour l'enseigner, je ne vous en parle même pas. Mais ils passent en 6e. Et on va le retrouver en Master 2. Et ingénieur. Et en ce moment, moi, mon problème, c'est que c'est le monde de l'entreprise qui dit stop. On n'embauche plus de gens qui ne sont pas capables d'envoyer un mail sans faute. Il y a quel pourcentage de jeunes donc, qui entrent en 6e sans avoir les fondamentaux? On m'a 40%. 40, oui, alors oui, ces chiffres-là sont écrits par l'Éducation nationale. Alors il y a plusieurs rapports qui sortent chaque année ou tous les 3 ans, comme les rapports de l'OCDE par exemple. Cette année est sorti le PIRS, P-I-R-S, qui est le rapport qui tient compte de l'acquisition uniquement des sciences du langage. On a encore reculé de 2 crans. C'est-à-dire qu'on est moins bon que des Roumains ou des Tchèques pour enseigner notre langue maternelle, quoi. Donc chaque fois que ce rapport sort, chaque fois on a reculé. Parce que oui, 40% de la population française est en difficulté avec la langue, mais il y a quand même 60% des gens qui tiennent la route. Et ceux-là, ce sont ceux qui signent. Ce sont des chefs d'entreprise, pas tous, mais en grande partie, des gens qui peuvent monter dans des études supérieures, qui sont nos signataires. Donc il y a des méthodes qui fonctionnent, mais l'enfant qui est auditif s'en sortira de toute façon. C'est l'enfant qui pourrait presque apprendre à lire tout seul. Et puis, il y a ceux qui sont des kinesthésiques haut niveau, comme moi. La mémoire du fer, FAIRE, qui a besoin de passer par sa main ou tout le corps. Moi, si j'apprends le squelette, je touche crâne, mandibule, clavicule, etc. Donc, l'école, elle n'est pas faite pour cela. Et puis, il y a tous les visuels. Alors, quand j'entends « lis, tu sauras écrire », faux. Et archi faux.
Ça ne marche pas. Si la mémoire photographique, qui n'est pas la même que la mémoire visuelle, est mauvaise, vous pouvez toujours lui mettre un bouquin sous le nez. Et c'est toute la capacité qu'a un enfant qui rentre aux vacances de la Toussaint, qui dit à sa mère « Maman, je sais lire », et qui lit un morceau de texte en regardant le plafond. Le bateau descend la rivière. C'était écrit la péniche. Mais il a bien compris que c'est une histoire de bateau. Ça, c'est chaque heure qui passe qu'on nous fabrique ça en ce moment. C'est un drame national. Alors, qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas-là? Qu'est-ce que je préconise? Pour les enseignants, des formations qui existent, qui sont faisables, rapides, fiables, efficaces, où c'est du bonheur, mais il faut avoir envie de bouger, de changer son métier, de redorer son blason et de ne pas penser qu'on a la science infuse et que c'est moi qui ai raison quand j'ai des parents en face de moi. Et 1. 2, c'est l'institution qu'il faut bouger. Ce n'est pas des gens, parce que je ne connais pas une institut qui fait ce métier-là en se disant de toute façon chic, je vais être institut puis je vais planter les gamins. Faux. Si elles sont dans ce métier-là, c'est parce qu'elles avaient quelque chose. Après, il y a le métier qui ne répond pas parce qu'elles n'ont pas les outils. Donc les outils, ils existent. Et puis, il y a des gens qu'il faut prévenir, comme les médecins généralistes, par exemple. Parce que quand l'institut dit à des parents « ça ne va pas, votre fils ne saura pas lire à Noël, il y a un problème, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir, en tout cas, il est en difficulté », vers quoi le parent va se tourner? Il va se tourner vers ce qu'on va lui dire, c'est-à-dire soit directement chez l'orthophoniste ou passer par le médecin généraliste qui, lui, a des consignes nationales, qui dit, voilà, un enfant en difficulté d'apprentissage égale orthophoniste. 3% de la population. Moi, j'ai des orthophonistes qui m'avouent, là, qui me disent, des vrais dyslexiques, j'en ai vu 2 dans toute ma carrière, des vrais. Et souvent, c'est héréditaire. Il y a le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, tout le monde est touché. La dyslexie, c'est vraiment un problème grave de dysfonctionnement des neurones. C'est-à-dire qu'il va chercher de l'aide au mauvais endroit dans son cerveau. Et le travail de l'orthophonie, c'est de l'empêcher d'aller au mauvais endroit. Alors que le dysorthographique qui a appris à lire tout seul, que la moitié de la salle d'ici, eux qui ont peut-être eu des problèmes en orthographe, il a appris à lire tout seul. Il n'est pas dysfonctionnant. Et quand on voit que l'école en ce moment demande pour un tiers-temps un quart d'heure de plus pour 1 heure de devoir, pour qu'il ait le temps de se relire alors qu'il ne sait pas se relire et qu'il n'a pas les clés, c'est pisser dans un violon. D'accord? Et en plus, il faut l'aval du monde, j'ai presque envie de vous dire, de la maison du handicap, la fameuse MDPH. Moi, j'ai des parents qui font demi-tour. Hein. Quand ils y vont, ils reviennent. Ils se disent, mais non, on n'a rien à faire là. Donc, le sujet est grave. Hein. Le sujet est grave. Mais il y a de la joie parce que ça se répare vite et bien. Merci beaucoup Anne-Marie Guignard pour votre venue, pour vos réponses. Merci à toutes et à tous. Ouais. Merci. Oui.